Dans quelques heures, la France saura si elle bascule enfin à gauche pour la première fois depuis 23 ans. Dans un immeuble anonyme de la rue de Solferino, à Paris, un homme au costume trop sombre, aux épaules un peu voûtées, fixe l'horloge. Murale comme on fixe un compte à rebours. Minuit approche. Les téléphones sonnent sans cesse. Les militants courent dans les couloirs. Les fax déversent des chiffres de bureau de vote test. Il le sait. S'il laisse échapper un seul détail, un seul délégué mal positionné, un seul bureau de vote sans assesseur, l'échec peut tout emporter. Pas seulement une élection, mais une vie entière passée à se battre pour que des gens comme son père, ouvrier immigré, aient enfin voix au chapitre. Cet homme, c'est Pierre Bérégovoy. On le décrit comme un apparatchik, un homme de dossier, gris, discret, mais cette nuit-là, derrière ses lunettes, il y a la rage froide de quelqu'un qui n'a jamais oublié l'odeur de l'huile de machine dans les ateliers. Et tandis que les aiguilles de l'horloge grignotent les dernières heures avant l'ouverture des bureaux de vote, toute son histoire remonte en lui, comme un long tunnel dont il aperçoit enfin la lumière au bout. Pour comprendre comment le fils d'un métallurgiste ukrainien et d'une mère française, né au fond d'une vallée industrielle, a pu se retrouver au centre du plus grand pari politique de la gauche française, il faut remonter presque un demi-siècle en arrière. Tout commence à Déville-lès-Rouen, le 23 décembre 1925. L'hiver est humide, les cheminées d'usine crachent leur fumée grise sur la petite commune ouvrière de Seine-Inférieure. Le père de Pierre a fui l'Ukraine dévastée par la guerre civile et la famine. Il a changé de pays, de langue, presque de nom. Mais pas de conditions. En France, il est toujours ouvrier, toujours en bas de l'échelle, à manier le métal brûlant pour un salaire qui suffit tout juste à nourrir la famille. Dans la petite maison modeste où grandit Pierre, il n'y a ni bibliothèque, ni tapis épais, ni piano. Il y a le vacarme de la rue, le sifflet de l'usine qui règle les journées, l'angoisse sourde des fins de mois. Très vite, l'enfant comprend que dans ce monde-là, tout est affaire de hiérarchie invisible. Ceux qui décident et ceux qui se taisent. Son père rentre le soir avec les mains noires, crevassées, comme un tatouage social impossible à effacer. À l'école, pourtant, Pierre surprend ses instituteurs. Il est sérieux, impliqué, un peu renfermé. Ce garçon pourrait aller loin, note un maître. Mais la phrase se perd dans le brouillard des années 30. La crise économique frappe, les usines menacent de fermer, et dans la maison Bérégovoy, on ne parle pas d'études longues, mais de trouver un travail, de se rendre utile. Pierre quitte l'école tôt. Il devient apprenti puis ouvrier, plongé dans ce monde de métal, de sueur, de gestes répétés 1000 fois. Le matin, quand il traverse la cour de l'usine, il croise des contremaîtres au ton sec, des ingénieurs en blouse blanche, et il comprend, sans qu'on ait besoin de le lui expliquer, où il se situe dans la pyramide sociale. Chaque journée semble scellée d'avance, mais derrière ses yeux sombres, quelque chose résiste. Une colère muette, peut-être, une promesse silencieuse qu'il se fait à lui-même. Puis la France s'effondre en 1940 et les uniformes allemands occupent Rouen. Les drapeaux frappés de croix gammées remplacent les drapeaux tricolores. L'humiliation est partout. À la radio, la voix chevrotante de Pétain appelle à la résignation. Dans les usines, on travaille, mais on serre les dents. Pierre est trop jeune pour partir au front, mais assez vieux pour comprendre qu'il ne supportera pas de vivre à genoux. Il entre à la SNCF comme ajusteur. Les gares, les locomotives, les wagons deviennent son univers. Et très vite, cet univers se charge d'un autre sens, la résistance fer, ces réseaux clandestins organisés au sein du rail pour saboter la machine de guerre nazie. Tout à coup, la vie de ce jeune ouvrier bascule dans une autre dimension. On lui donne un faux nom, une consigne murmurée à voix basse dans un atelier, une enveloppe glissée sous une table. Il faut transmettre un message de l'autre côté de la ville, noter les allées et venues d'un convoi allemand, retarder un train, faire disparaître un document compromettant avant une inspection. Parfois, la mission se résume à quelques minutes. Il a, disons, 10-15 minutes pour traverser un quartier surveillé, passer devant 2 patrouilles allemandes, rejoindre un café, banal, ou un inconnu latent avec un journal plié sous le bras. S'il échoue, ce ne sont pas seulement des papiers qui se perdent, ce sont des vies qui se brisent, des résistants arrêtés, torturés, déportés. Un soir, on lui donne un ordre sec. Il faut absolument empêcher le départ d'un train qui transporte du matériel militaire vers le front. Le calendrier est implacable.
Le convoi doit partir à 4h30, Pierre a moins de 3 heures pour agir, en évitant les yeux allemands, les oreilles collées aux portes, les collègues qui ont peur. On imagine l'angoisse, le cœur qui bat trop vite, la sueur froide qui coule le long de la nuque, tandis qu'il fait mine de vérifier un essieu, de tourner un boulon, de consulter un tableau d'horaire. Officiellement, il est un simple ajusteur. En réalité, il joue avec les minutes comme on joue avec des explosifs. La guerre lui apprend 2 choses essentielles. La première, rien n'est immuable, pas même les régimes qui paraissent les plus écrasants. La seconde, pour gagner, il ne suffit pas d'avoir raison, il faut s'organiser, savoir qui fait quoi, à quelle heure, avec quels moyens. L'instinct du stratège de l'ombre naît là, entre un dépôt de locomotive et une réunion clandestine dans une arrière-salle enfumée. À la Libération, la France se grise de drapeaux, de bals populaires, de grands mots comme République, justice sociale, démocratie. Pierre a à peine 20 ans, il pourrait se contenter de reprendre le fil de sa vie d'ouvrier, maintenant que les nazis sont partis. Mais comment accepter de retourner dans le même atelier, devant les mêmes machines, avec les mêmes ordres donnés d'en haut, alors qu'il vient de passer des années à défier un empire militaire à coups de sabotage minutieux? Il se tourne naturellement vers la gauche, vers la SFIO, le vieux parti socialiste, qui promet un monde nouveau, des droits pour les travailleurs, la fin des injustices les plus criantes. Il s'engage avec la foi simple de celui qui a connu la peur et qui croit que le sacrifice de tant de résistants ne doit pas être vain. Il participe aux réunions de section, colle des affiches, parle dans les meetings. La politique n'est encore pour lui qu'une extension de la résistance, une façon de continuer le combat, mais avec des bulletins de vote au lieu d'explosifs. Mais très vite, la désillusion s'installe, les grands discours s'écrasent sur la réalité du pouvoir. La SFIO participe à des gouvernements qui gèrent la reconstruction, oui, mais aussi la guerre d'Indochine, puis d'Algérie. Pierre, fils d'ouvrier, ancien résistant, regarde ses ministres socialistes cautionner une politique coloniale de plus en plus dure. Il sent le fossé se creuser entre les promesses et les actes, entre les paroles enflammées des congrès et les compromis glacés des conseils des ministres. Au fil des années 50, il continue pourtant à militer, à monter dans les structures syndicales et mutualistes. Il est sérieux, efficace, rigoureux. On lui confie des responsabilités, à la SNCF d'abord, puis au sein de la force ouvrière, de la mutualité. Il devient un organisateur né, celui qui sait faire tourner une machine complexe, qui retient les noms, les chiffres, les dates, qui anticipe les résistances internes, et c'est là que se produit un premier twist dans sa vie. Il aurait pu rester toute sa carrière un solide cadre du mouvement ouvrier, respecté mais anonyme. Au lieu de cela, la crise de 1958 va tout emporter. Le retour du général de Gaulle, l'effondrement de la 14e République, le trouble dans toute la gauche, la SFIO se rallie à la nouvelle constitution. Pour beaucoup de militants, c'est un choc, une trahison. Pierre, lui, ne supporte plus ce grand écart permanent entre les valeurs proclamées et les actes concrets. Il quitte le parti, il claque la porte presque écœuré. Il n'a pas encore 35 ans et il a l'impression d'avoir déjà fait le tour de la comédie politique. Pendant quelque temps, il envisage tout simplement d'abandonner, de se consacrer à son travail, à ses responsabilités dans la mutualité. Il intègre le crédit social des fonctionnaires où il va grimper les échelons jusqu'à en devenir l'un des dirigeants. Là encore, c'est l'organisation qui l'obsède. Comment gérer des flux d'argent, des milliers d'adhérents, des règles complexes. Il perfectionne sans le savoir les compétences qu'il mettra plus tard au service de l'État, mais l'histoire n'a pas fini avec lui. Au tournant des années 60, une autre figure, déjà connue mais encore loin du pouvoir, trace son propre chemin. François Mitterrand, l'homme qui incarne l'opposition à la VE République gaulliste, qui refuse la Constitution de 1958, qui cherche à fédérer tous ceux qui ne se reconnaissent ni dans le gaullisme, ni dans le vieux socialisme usé. Très vite, les trajectoires de Mitterrand et de Bérégovoy vont se croiser. L'un est un tribun, un stratège politique qui rêve de conquérir l'Élysée. L'autre est un organisateur méticuleux, fils du peuple, qui méprise les jeux de cour mais comprend mieux que personne la mécanique interne des organisations.
Entre les deux hommes naît une forme de pacte implicite. Mitterrand apportera la vision, Bérégovoy fournira l'appareil. C'est au sein de la Convention des institutions républicaines, CIR, ce groupement créé par Mitterrand, que Pierre se réengage pleinement. Il y retrouve l'odeur des réunions tardives, les débats interminables, les distributions de tracts sous la pluie, mais cette fois, quelque chose a changé. Il ne s'agit plus seulement de protester, il s'agit de construire une force capable, à terme, de prendre le pouvoir, vraiment. Et c'est là qu'apparaît un autre personnage, qui deviendra l'un des grands rivaux de Pierre, Michel Rocard. Énarque brillant, à l'aise dans les mots comme dans les chiffres, passé par le PSU, il incarne une autre gauche, moderne, technocratique, séduisante pour une partie des classes moyennes. Alors que Bérégovoy porte sur ses épaules toute la mémoire ouvrière, Rocard symbolise une gauche rénovée, plus libérale sur le plan économique, qui parle déjà de réformes structurelles. Leur conflit ne sera jamais celui des petites phrases. Il se joue plus profondément, dans les couloirs des congrès, dans les commissions, de programmes, dans les arbitrages sur la ligne du parti. Deux visions, deux styles, deux trajectoires sociales s'affrontent. L'ouvrier autodidacte contre l'énarque brillant, l'homme des machines et des trains contre l'homme des rapports et des cabinets ministériels. En 1971, tout se cristallise au congrès d'Épinay, ce week-end-là, dans une salle de banlieue parisienne aux murs tristes et aux néons blafards, se joue l'avenir de la gauche française. Faut-il que le nouveau Parti socialiste naisse sous la houlette de notables comme Guy Mollet ou Alain Savary? Faut-il qu'il se tourne vers la dynamique de Michel Rocard? Ou bien faut-il parier sur François Mitterrand, ce solitaire qui prétend parler au nom de toute la gauche, communiste compris? Derrière les micros et les tribunes, un autre combat se déroule, invisible pour le grand public. Le combat des délégués, des motions et des alliances de couloir. Bérégovoy y joue un rôle clé, c'est lui qui, dans l'ombre, recalcule les forces, repère les délégations hésitantes, envoie des émissaires pour convaincre, promettre une place ici, un poste de responsabilité là. L'horloge tourne, les séances s'enchaînent, et chaque heure rapproche le congrès de son vote décisif. Pour Mitterrand et Bérégovoy, le temps est compté. Ils savent que s'ils ratent ce coup-là, ils peuvent dire adieu, pour longtemps, à l'idée d'une gauche conquérante. Rocard, lui, se tient en embuscade, prêt à apparaître comme l'alternative raisonnable en cas de défaillance. Dans une petite pièce à l'écart de la salle plénière, les voix se succèdent au téléphone. Combien chez les fédérations du Nord? Ils basculent, mais pas tous. Il manque encore quelques voix. Il nous reste la nuit pour les convaincre. La nuit, Pierre, pas plus. Demain, ce sera trop tard. Toute la nuit, Bérégovoy arpente les couloirs, les escaliers, les chambres d'hôtel, où se reposent à moitié des délégués épuisés. Il explique, argumente, négocie, grignote des voix une par une. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas photogénique, mais c'est décisif. C'est une guerre de nerfs, de patience, de chiffres. Au matin, le congrès bascule, Mitterrand prend la tête du nouveau Parti socialiste. Dans les coulisses, Rocard comprend qu'il a perdu une manche essentielle. Il le sait. Désormais, le parti sera structuré par Mitterrand et ses hommes. Et parmi ces hommes, il y a ce fils d'ouvrier, discret, presque effacé, mais qui vient de lui imposer dans la nuit la plus rude des défaites. Ce jour-là, entre Pierre Bérégovoy et Michel Rocard, le duel commence vraiment. À partir de ce moment, Pierre devient l'un des piliers invisibles du Parti socialiste. Secrétaire national à l'organisation, il tient les fichiers, les fédérations, les règles internes. Il connaît par cœur le poids de chaque section, les humeurs de chaque fédération, les ambitions de chaque responsable. On le surnomme parfois, avec une pointe de méfiance, l'homme des appareils. Mais lui, au fond, continue d'y voir un prolongement de ce qu'il faisait dans la résistance. Organiser la victoire, dans l'ombre. En parallèle, il s'enracine localement. Il choisit Nevers, dans la Nièvre, comme terre d'élection, une ville moyenne, loin des grandes métropoles, avec ses usines, ses quartiers populaires, ses notables bien installés. Il y devient conseiller municipal en 1971. Là encore, rien ne lui est donné. Il doit affronter un maire en place, un système local verrouillé, mais il connaît ce type de combat. C'est la même lutte silencieuse contre un ordre établi qui prétend être éternel. Dans les années 70, à chaque élection perdue, à chaque présidentielle ratée, le temps semble jouer contre lui.
Mitterrand vieillit. La droite paraît solidement installée, l'ombre de Rocard plane toujours, avec son image de rénovateur séduisant, notamment auprès des jeunes cadres. Pour Mitterrand et ses fidèles, une angoisse sourde s'installe. Auront-ils seulement l'occasion de tenter leur chance avant que l'histoire ne les dépasse? Pour Bérégovoy, ce n'est pas abstrait. Il sait que pour un homme comme lui, issu du peuple, l'accès au cœur du pouvoir est une fenêtre très étroite, qui ne s'ouvre pas deux fois. Il a passé la quarantaine, puis la cinquantaine, dans les salles de réunion, les trains de nuit, les congrès interminables. Combien de temps pourra-t-il tenir encore ce rythme avant d'être lui aussi rangé parmi les vieux routiers du parti qu'on écoute, poliment mais qu'on n'envoie plus au front? Et pourtant, à la fin des années 70, quelque chose change dans l'air. Les crises économiques succèdent aux chocs pétroliers, le chômage monte, la société gronde, le programme commun avec les communistes, puis sa rupture, divise, mais donne au Parti socialiste une stature de force centrale à gauche. Mitterrand affine sa stratégie. Bérégovoy durcit son organisation. Rocard, toujours là, tente d'incarner un autre chemin. Les rapports de force se déplacent sans arrêt, comme les aiguilles d'une horloge nerveuse. Nous revoilà alors dans cette nuit particulière, au début des années 80, où Pierre Bérégovoy fixe l'horloge du siège du Parti socialiste. Cette fois, ce n'est plus un congrès interne, ni une manœuvre de coulisses. C'est le pays entier qui s'apprête à trancher. Dans quelques heures, la France va voter pour la droite en place ou pour François Mitterrand. Pour la continuité ou pour le saut dans l'inconnu, Pierre regarde ses notes, ses cartes, ses chiffres. Il sait où sont les bureaux fragiles, les segments sociaux à convaincre jusqu'au bout, les lieux où l'abstention risque de tout faire capoter. Il sait aussi que, derrière cette bataille, se joue encore son vieux duel silencieux avec Michel Rocard. Si Mitterrand échoue, Rocard apparaîtra comme le recours logique, l'homme de l'après. Et alors, tout ce qu'il a construit pendant des décennies, des réseaux militants, des fédérations soudées, une stratégie de conquête, patiemment élaborée, pourrait se déliter en quelques mois. Une vie entière de travail politique compressé dans un compte à rebours de quelques heures. L'homme qui, à 17 ans, jouait sa peau pour retarder un train allemand de quelques minutes, joue maintenant son destin pour ne pas laisser passer, cette fois encore, le train de l'histoire. À 20 heures précises, ce 10 mai 1981, des millions de Français retiennent leur souffle devant des écrans encore bombés. Sur l'antenne, le générique s'interrompt, le présentateur se cale dans son fauteuil. Et puis, un visage apparaît derrière un cadran de pourcentage. François Mitterrand, 51,76%. Dans les rues, une seconde de silence, presque irréel. Puis un hurlement. Des cris, des pleurs, des drapeaux rouges, des Marseillaises éraillées. À la Bastille, des gens montent sur les réverbères, des couples s'embrassent, des inconnus se tombent dans les bras. La gauche vient de gagner. Pour la première fois depuis 23 ans, rue de Solferino, Pierre Bérégovoy ne hurle pas. Il fixe le chiffre imprimé sur la bande qui sort encore tiède du téléscripteur. 51,76, c'est fait. Une ligne s'est brisée dans l'histoire. Mais dans sa tête, une autre ligne s'affiche déjà. 7 ans. 7 ans pour ne pas trahir. 7 ans pour prouver que cette victoire n'est pas un accident. 7 ans. Et chaque jour comptera. On l'appelle. Pierre, le président veut te voir, tout de suite. Le président. Quelques heures à peine après la proclamation, le mot sonne presque irréel. Pourtant, dans la petite pièce où il se retrouve, face à face, il n'y a pas de triomphe tonitruant. Mitterrand, fatigué mais lumineux, le regarde avec cette distance attentive qu'il garde même dans les moments d'intimité politique. « On va avoir besoin de toi au château, Pierre. Il faut quelqu'un pour faire tourner la machine. Quelqu'un qui ne se trompe pas. Le château, c'est l'Élysée. Et faire tourner la machine, c'est accepter d'être ce que Bérégovoy a toujours été, l'homme de l'organisation, celui qui ne dort pas, qui note tout, qui s'assure que rien ne déraille. Il sait qu'il ne sera pas le visage souriant des photos officielles. Il sera l'ombre derrière la porte capitonnée. Quand il franchit pour la première fois la grille de l'Élysée en tant que secrétaire général de la présidence, le choc est presque physique. Les dorures, les tapis épais, les huissiers en gants blancs,
la cour d'honneur où résonnent les pas comme dans une cathédrale laïque, lui, l'ancien ajusteur de la SNCF, marche sur le gravier où, quelques années plus tôt encore, il n'aurait jamais imaginé poser le pied autrement qu'en touriste. On lui montre son bureau. Boiseries, cheminées, bustes en marbre, téléphone à plusieurs lignes. Mais ce qui l'obsède, une fois la porte refermée, c'est l'horloge au mur. Il sort un carnet, le même type de carnet qu'il utilisait autrefois dans les ateliers ou au congrès socialiste, et commence à lister 100 jours. C'est le délai symbolique, celui que tout le monde guette. 100 jours pour donner des signes forts, nationalisation, retraite à 60 ans, hausse du SMIC, 5e semaine de congés payés. 100 jours pour montrer que la gauche au pouvoir, ce n'est pas seulement un changement de décor, mais un changement de vie pour ceux qui se lèvent tôt. Il sait que le temps politique est cruel. Si, dans ces premières semaines, la machine cale, la déception se propagera plus vite que une rumeur dans un atelier. Il a vécu, enfant, les espoirs déçus du Front populaire. Racontés par son père, il refuse que l'histoire se répète. À quelques bureaux de là, un autre homme prend ses marques. Michel Rocard, nommé ministre d'État, chargé du plan et de l'aménagement du territoire. Lui aussi a un œil sur l'horloge, mais ce n'est pas la même échéance qu'il mesure. Rocard sait qu'il est populaire dans l'opinion, qu'une partie de la gauche réformiste voit en lui le futur. Il n'a pas renoncé à l'idée qu'un jour, ce sera son tour à l'Élysée. Entre les deux hommes, la rivalité change d'échelle. Ce n'est plus seulement une bataille de motions dans des congrès enfumés, c'est une lutte silencieuse au sommet de l'État, l'ouvrier autodidacte, gardien du temple mitterrandiste, face à l'énarque brillant qui incarne une autre voie pour la gauche. Très vite, le quotidien de Bérégovoy devient une course contre la montre. Chaque matin, il a une fenêtre de 15 à 20 minutes, pas plus, pour faire le point avec Mitterrand avant le Conseil des ministres. 15 minutes pour résumer des dizaines de notes, d'alertes, de conflits latents entre ministres, de rapports économiques, de manœuvres en coulisses, 15 minutes pour éviter les pièges, les couacs, les phrases malheureuses qui peuvent enflammer la presse. On le voit, tôt, marcher seul dans les couloirs encore silencieux du palais, un dossier sous le bras, un autre coincé entre le cou et l'épaule, des feuilles couvertes de son écriture serrée. Il sait que derrière la façade solennelle, tout peut aller très vite. Une grève mal gérée, une promesse mal tenue, une phrase de travers, et l'enthousiasme du 10 mai peut se transformer en rancœur. Mais déjà, les premières fissures apparaissent. La crise économique mondiale n'a pas attendu que la gauche arrive au pouvoir pour frapper le chômage, l'inflation, la pression des marchés financiers, les contraintes européennes. Derrière les rêves de changement, les chiffres sont implacables. Au bout d'un an, Mitterrand décide de remanier. Il arrache Bérégovoy de l'ombre de l'Élysée pour le projeter en pleine lumière, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale. Cette fois, les décisions qu'il prépare ne restent pas dans des notes confidentielles. Elles touchent directement la vie des gens. Protection sociale, retraite, politique de l'emploi. Il retrouve d'une certaine manière le monde de son enfance, mais vu de l'autre côté du miroir, les ouvriers, les salariés, ce ne sont plus ses camarades d'atelier, ce sont des chiffres sur des tableaux, des millions de vies qui dépendent d'une virgule dans un article de loi. Il a, lui dit-on, 2 ou 3 ans au maximum pour laisser sa marque, 2 ou 3 ans avant que la conjoncture internationale, le coût des promesses, la fatigue de l'opinion ne rendent tout mouvement plus difficile. 2 ou 3 ans qui passent comme des mois. Dans les couloirs, certains le décrivent déjà comme dur, rigoureux. Il ne sourit pas beaucoup face aux caméras, s'exprime sans effet de manche, détaille, argumente, cite des rapports. À l'Assemblée, quand il monte à la tribune, sa voix n'emplit pas la salle comme celle d'un grand tribun, mais il tient ses dossiers, maîtrise ses chiffres. Cela lui vaut un respect discret, mais pas la ferveur. Pendant ce temps, Rocard aiguise ses armes. Il critique à mots choisis les hésitations du gouvernement, garde ses distances avec les choix les plus contestés, soigne son image de gauche moderne. Dans les sondages, son visage rassurant et sa parole nuancée plaisent. Dans les rangs du Parti socialiste, de plus en plus de militants se demandent si, après Mitterrand, ce ne serait pas lui la solution. Le véritable choc arrive en 1983. La France est au pied du mur. Faut-il continuer à mener la politique de relance coûte que coûte, au risque de l'inflation et d'un déficit abyssal, ou bien changer brutalement de cap?
Après des semaines de débats, souvent nocturnes, l'Élysée prend une décision qui va marquer toute une génération. Rester dans le système monétaire européen, défendre le franc, assumer le tournant de la rigueur. Pour un homme comme Pierre Bérégovoy, né dans une vallée ouvrière, engagé à gauche depuis la Résistance, le paradoxe est violent. Le voilà qui devient, aux yeux de beaucoup, le visage d'une politique d'austérité. Lui qui a grandi dans la pauvreté se voit accusé de trahir les classes populaires, mais dans son esprit, la contrainte est claire. Sortir du cadre européen, c'est risquer l'effondrement, la fuite des capitaux, le chaos. Accepter la rigueur, c'est espérer garder, à moyen terme, une capacité d'action. Il choisit ce qu'il croit être le moindre mal. Certains, à gauche, ne lui pardonneront jamais. Rocard, lui, quitte le gouvernement, officiellement pour désaccord politique. En réalité, chacun comprend qu'il se place en réserve de la République, prêt à revenir un jour comme recours. Un an plus tard, en 1984, nouveau remaniement. Mitterrand nomme Laurent Fabius à Matignon et confie à Bérégovoy l'un des postes les plus sensibles de toute la République, ministre de l'économie, des finances et du budget. L'ancien ajusteur devient celui qui tient la caisse du pays. Dans son bureau de Bercy, avec vue sur la Seine, il retrouve un environnement familier, des colonnes de chiffres, des délais incontournables et des tensions entre ceux qui veulent dépenser plus et ceux qui exigent d'économiser. Là encore, le temps lui échappe. Les marchés n'accordent aucun sursis. Les décisions se prennent parfois en quelques heures, au gré d'une crise monétaire, d'un rapport de Bruxelles, d'un mouvement de panique boursière. La moindre hésitation peut coûter des milliards, mais au-delà de la technique, une autre horloge tourne, celle de la politique intérieure. En 1986, les élections législatives approchent et les sondages annoncent une défaite de la gauche, les nationalisations, les réformes, la rigueur. Tout cela s'additionne dans l'esprit des électeurs, parfois comme un grand malentendu. Bérégovoy le sait. Si la droite revient à l'Assemblée, lui perdra Bercy. Mitterrand, lui, restera à l'Élysée. Grâce au calendrier institutionnel, pour la première fois sous la veuve République, se profile l'inconnu d'une cohabitation. Les résultats tombent, la droite l'emporte, Chirac devient Premier ministre. Les ministres socialistes quittent leur bureau, Bérégovoy, qui a passé sa vie à gravir les marches de l'appareil d'État, redescend les marches de Bercy, en sachant qu'il ne retrouvera peut-être jamais ce niveau de pouvoir. Il retourne à l'Assemblée, à Nevers, à ses ancrages locaux. Pourtant, il ne se retire pas. Il continue d'organiser, de compter, de tenir les fédérations. Dans cette période de traversée du désert gouvernemental, la rivalité avec Rocard se déplace sur le terrain du parti. Chacun consolide son camp. Chacun sait qu'à l'horizon 1988, une nouvelle présidentielle se profile et qu'après viendra la question essentielle. Qui pour Matignon? En 1988, Mitterrand est réélu. Nouvelle nuit électorale, nouvelle liesse et angoisse mêlée. Cette fois-ci, la question brûle les lèvres des journalistes avant même la proclamation officielle. Qui sera le Premier ministre du deuxième septennat? Dans les couloirs du Parti socialiste, beaucoup imaginent que l'heure de Bérégovoy a peut-être sonné. Fidèle parmi les fidèles, artisan de l'organisation, homme de confiance du président, gaulliste social disent certains à droite, capable de parler au marché comme aux ouvriers. L'ancien ajusteur qui deviendrait chef du gouvernement, la symbolique serait puissante. Mais l'histoire adore les contre-pieds. Au matin du 14 mai, la nouvelle tombe. François Mitterrand appelle Michel Rocard à Matignon. Dans le camp rocardien, c'est l'explosion de joie. Le rival de toujours accède enfin au poste dont il rêve depuis tant d'années. Pour Bérégovoy, c'est un coup porté en plein plexus. Il conserve Bercy, devient même ministre d'État, numéro 2 du gouvernement sur le papier. Mais dans la hiérarchie symbolique, c'est clair. Le Premier ministre, c'est l'autre. Un matin, dans une salle tendue de l'Élysée, se tient le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. À la table, Mitterrand, impassible. À sa droite, Rocard, Premier ministre. Un peu plus loin, Bérégovoy, chargé des finances, les regards se croisent. Tout est poli, feutré, mais chacun sait que la rivalité n'a pas disparu. Elle a simplement changé de scène. Désormais, Michel Rocard doit prouver qu'il peut présider au destin de la gauche, tout en cohabitant avec ce président, qu'il a longtemps tenu à distance. Et Pierre Bérégovoy, lui, doit montrer qu'il reste indispensable, même sans être à Matignon.
Il contrôle le budget, la monnaie, les grandes décisions économiques. Sans son accord, aucune grande réforme ne peut être financée. Dans les couloirs, certains parlent d'une guerre froide. Au sommet, officiellement, tout le monde est uni. Officieusement, 2 chronomètres se sont déclenchés. L'un pour Rocard. Combien de temps lui faudra-t-il pour s'imposer comme le successeur naturel de Mitterrand? L'autre pour Bérégovoy. Combien de temps lui reste-t-il pour prouver qu'il est autre chose qu'un simple exécutant, qu'il peut, lui, aussi incarner le pouvoir? Les années passent. La gauche se déchire, notamment lors du congrès de Rennes en 1990. Ce week-end-là, dans des salles surchauffées, sous des néons blafards qui rappellent étrangement Épinay, le Parti socialiste se fracture en clans, les mitterrandistes, les rocardiens, les fabiusiens. Chacun compte, recompte, négocie. On crie, on s'insulte, on se bouscule parfois physiquement. Au milieu de ce chaos, on retrouve la silhouette un peu voûtée de Bérégovoy, toujours avec ses listes, ses colonnes de noms, ses calculs de délégués. Pour lui, Rennes n'est pas seulement un congrès de plus, c'est une bataille cruciale pour l'après-Mitterrand. S'il laisse Rocard sortir renforcé, tout ce qu'il a construit depuis Épinay peut s'effondrer. Les heures de la nuit s'égrènent, les rumeurs de renversement de majorité se succèdent. Il faut arracher, encore, quelques mandats, quelques signatures, gagner un vote à main levée à 2 heures du matin, rattraper un délégué qui s'apprête à quitter la salle. Le temps se contracte. Une poignée de minutes peut faire basculer des années de travail. Au final, le Congrès sortira exsangue, le parti divisé, l'image de la gauche abîmée. Mais une chose est claire, la voie de Rocard vers l'Élysée s'est compliquée. Aux yeux de Mitterrand, c'est l'argument décisif. Il conclut dans le secret de ses réflexions: Michel Rocard ne pourra pas rassembler. Quelques mois plus tard, en 1991, le président congédie Rocard de Matignon. C'est une scène presque cruelle, tant le fossé est devenu profond. La gauche, usée par les conflits internes, voit passer Élisabeth Guigou, puis surtout Édith Cresson, à la tête du gouvernement. Mais les difficultés s'accumulent, les bourdes se multiplient, l'impopularité explose. Alors, au printemps 1992, un nouveau compte à rebours s'enclenche. Les législatives de 1993 approchent. Les sondages sont mauvais. La droite se prépare déjà à revenir en force. Il reste grosso modo 1 an pour éviter une débâcle. 1 an, 12 mois, 365 jours. Mitterrand sait qu'il lui faut quelqu'un qui connaisse chaque rouage du système, qui puisse rassurer les marchés sans perdre complètement. La base ouvrière, qui soit capable de tenir la barre dans la tempête, quelqu'un qui ne lui fera pas d'ombre présidentielle, mais qui acceptera de porter la responsabilité d'une période peut-être ingagnable. Le 2 avril 1992, il appelle Pierre Bérégovoy à l'Élysée. La scène, pour lui, a un goût de déjà-vu. Comme en 1981, il s'assoit face à face, mais cette fois, l'atmosphère est plus grave. Les visages sont marqués par les années, les maladies, les nuits sans sommeil. « Pierre, je veux te confier Matignon. Mais tu sais que ce ne sera pas un cadeau? Tu as 1 an. 1 an pour limiter les dégâts. 1 an pour tenter l'impossible. 1 an, après une vie passée dans les arrière-salles, dans les bureaux sans fenêtres, dans les couloirs des congrès et les moteurs du parti. » Voilà enfin l'ancien ajusteur propulsé au sommet opérationnel de l'État. Quand il franchit la porte de l'hôtel de Matignon, entre les 2 lions de pierre qui gardent l'entrée, il sent le poids du temps, sur ses épaules comme jamais. Dans la cour pavée, en remontant le tapis rouge vers son nouveau bureau, une pensée le traverse, sèche comme un coup de sifflet d'atelier. Tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, c'était la préparation. Maintenant, chaque jour perdu peut être le dernier. Pour ce gouvernement, pour cette gauche, et peut-être déjà pour moi, il y a des hommes pour qui l'instant le plus glorieux de leur carrière est aussi exactement le début de leur chute. Pour Pierre Bérégovoy, cet instant a une date, une heure, une image précise. Le 2 avril 1992, en début d'après-midi, quand il remonte, lentement, le tapis rouge de la cour de Matignon, sous les flashs aveuglants. Dehors, les caméras crépitent, les micros tendus se bousculent, les commentateurs répètent la même phrase. Un ancien ajusteur à la tête du gouvernement français. C'est l'histoire rêvée d'une république méritocratique, mais si l'on pouvait tourner la caméra vers l'intérieur, vers ce qui se passe dans la tête de cet homme au visage fermé, on verrait
Autre chose qu'une success story, on verrait un compteur silencieux, implacable, 363 jours. 362, 361, le temps qu'il lui reste avant les législatives de 1993, le temps qu'il lui reste pour sauver ce qui peut encore l'être. Dans le bureau aux boiseries claires où il s'installe, la première chose qui le frappe n'est pas la vue sur les jardins, ni la taille du bureau en U, ni les tapis épais qui étouffent les pas. C'est encore une horloge, comme à l'Élysée, comme partout, toujours. Il repose la main sur le cuir du fauteuil, ne s'assoit pas tout de suite. 1 an, se dit-il, on a 1 an, pas pour gagner, pour limiter la casse. Dans la salle des fêtes de Matignon, un peu plus tard, il prononce sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. Sur les bancs, les députés se penchent, les stylos prêts. À la télévision, des millions de téléspectateurs découvrent un Premier ministre sans grandiloquence, sans langue fleurie, pas de slogan, pas de lyrisme, des phrases courtes, un accent encore marqué par les vallées ouvrières et un mot qui revient, obsédant, moralisation. Il promet de moraliser la vie publique, de lutter contre la corruption, les petits arrangements, les passe-droits, les réseaux occultes entre la politique et l'argent. Dans un pays secoué depuis des mois par les scandales, les fausses factures, les financements occultes, la promesse claque comme une gifle. Personne, ce jour-là, n'imagine à quel point ce mot va se retourner contre lui. Pour composer son gouvernement, il tente un pari impossible, rassembler une gauche usée, inquiète, tout en envoyant un signal de sérieux au marché et aux partenaires européens. Il garde des figures rassurantes, en rappelle d'autres, ouvre même quelques portes à la société civile. Il conserve à ses côtés des ministres populaires, comme Jack Lang à la culture, et fait entrer au gouvernement un homme d'affaires, flamboyant, symbole d'une France qui gagne, Bernard Tapie, chargé de la ville. L'image est forte. L'ancien ajusteur qui s'est battu contre le chômage et les licenciements aux côtés d'un patron autodidacte, enfant. Des quartiers, devenus millionnaires, 2 parcours bruts, loin des grandes écoles. Ça parle aux Français. Quelques semaines, les courbes de popularité remontent légèrement, on se prend à croire peut-être à un sursaut. Mais très vite, la réalité frappe à la porte de Matignon. La France entre en récession. Les usines ferment, les plans sociaux s'alignent comme des faire-part de décès. Dans les boîtes aux lettres, les lettres de licenciement tombent avec le même bruit sec. Le chômage dépasse les 3 millions. Le franc fort, choix assumé depuis le tournant de la rigueur, impose des taux d'intérêt élevés qui étranglent l'investissement. Pourtant, une autre horloge tourne en parallèle, celle de l'Europe. Le traité de Maastricht, signé quelques mois plus tôt, doit être soumis à référendum. Il ne s'agit pas seulement d'un texte juridique, c'est une question existentielle. Veut-on aller vers une Union européenne plus intégrée, une monnaie unique, un partage accru de souveraineté ? À Matignon, chaque note, chaque sondage, chaque coup de téléphone des préfectures remonte vers le bureau du Premier ministre. Les chiffres sont serrés, le non progresse. Dans les réunions restreintes, le ton se durcit. On ne débat plus seulement de la meilleure formule de campagne. On se demande si un rejet du traité ne ferait pas exploser la crédibilité économique de la France. Pour Pierre Bérégovoy, le dilemme est intime. L'Europe, c'est la paix, la stabilité, une façon de contrôler les forces brutales des marchés. Mais Maastricht, c'est aussi, dans le texte, des critères de déficit, de dette, des disciplines budgétaires sévères, qui semblent écrites sur les murs de son bureau en lettres invisibles. S'il laisse filer les comptes pour répondre à la crise sociale, il s'expose à une panique monétaire. S'il serre la vis pour tenir les critères, il affame un peu plus ceux qu'il a juré de défendre. Chaque arbitrage budgétaire lui coupe un peu la peau. Dans ce moment de tension absolue, un autre homme refait surface, comme un fantôme obstiné, Michel Rocard. Écarté de Matignon, affaibli par le congrès de Rennes, il n'a pourtant jamais renoncé. Au sein du Parti socialiste, il s'active, reconstruit patiemment son réseau, se pose en homme du futur. Quand la campagne sur Maastricht s'ouvre, il choisit lui aussi le « oui ». Mais un oui critique, nuancé, moderne, qu'il présente comme plus réfléchi que celui d'un gouvernement enfermé dans ses contraintes. Dans les studios de radio, sur les plateaux de télévision, son visage reparaît. La rivalité reprend, comme si rien ne s'était passé. Mais cette fois-ci, l'arène n'est plus seulement interne au parti, elle est nationale. 2 hommes, 2 styles, 2 façons de parler de l'Europe.
Pour Bérégovoy, le temps se compresse. Il enchaîne les déplacements, les débats, les visites d'usines. On le voit, casque sur la tête, dans un atelier menacé de fermeture, tenter d'expliquer aux ouvriers qu'il faut dire oui à Maastricht, pour plus tard pouvoir leur donner des perspectives. Les regards en face sont incrédules. Le bruit des machines, quand elles fonctionnent encore, couvre parfois sa voix. La nuit du référendum, le 20 septembre 1992, est une épreuve presque physique. À Matignon, dans un salon transformé en salle de veille, des écrans diffusent en continu les estimations qui tombent département par département. 49, 50, 51. Le oui et le non se frôlent, se croisent, se rattrapent. Vers 22 heures, le verdict tombe. 51,04% pour le oui. Une victoire au fil du rasoir. Un soupir de soulagement traverse le palais. On sabre à peine le champagne. Car dans ce pourcentage, Bérégovoy ne voit pas un triomphe européen. Il voit une France coupée en deux, une confiance fragile, un avertissement. Pour Rocard, au contraire, cette soirée sonne comme une confirmation. L'idée européenne tient encore, mais la gauche au pouvoir est exsangue. Il se persuade que son heure viendra en 1985. Les militants rocardiens murmurent déjà qu'il faut préserver l'avenir, se démarquer de la fin de règne mitterrandienne. Pendant ce temps, à Matignon, le quotidien du Premier ministre devient une suite de journées interminables. Le matin, dès 7 heures, les notes de la Banque de France et de Bercy l'attendent sur son bureau. Les marchés asiatiques, puis européens, ont donné leur verdict. Le franc est-il attaqué ? Faut-il remonter en catastrophe les taux d'intérêt? Appeler Berlin, Rome, Bruxelles? Les nuits sont tachées, ponctuées de coups de fil en urgence. Les réunions budgétaires, elles, ressemblent à des séances d'amputation. Pour financer telle mesure sociale, il faut renoncer à tel investissement. Pour sauver une entreprise stratégique, il faut abandonner 2 projets moins visibles. Chaque fois, des visages se superposent à ces chiffres, ceux des ouvriers de Nevers, des militants croisés en campagne, des anciens camarades de la SNCF. Il sait trop bien ce que signifie, au bout de ces lignes de calcul, la fermeture d'un site, la suppression d'une prime, la fin d'un espoir. Et puis, soudain, au cœur de ce combat épuisant pour l'emploi, un autre front s'ouvre. Un matin d'hiver, les journaux s'alignent sur la table basse de son salon privé. Sur plusieurs unes, un même nom, Roger Patrice Pelat. L'affaire Péchinet-Triangle refait surface. On reparle d'initiés, de délits d'initiés, de liens troubles entre monde des affaires et monde politique. Parmi les lignes serrées des articles, un détail surgit, presque anodin en apparence. Un prêt d'1 million de francs, accordé à Pierre Bérégovoy des années plus tôt par ce même Pelat, proche de François Mitterrand, riche homme d'affaires. Un prêt sans intérêt, aux conditions très avantageuses. En quelques heures, le récit médiatique bascule. L'homme qui avait promis la moralisation se retrouve suspecté d'avoir profité d'un avantage personnel douteux. On glisse de Bérégovoy, ouvrier devenu Premier ministre, à Bérégovoy, bénéficiant de largesse d'un ami du président. Dans les couloirs de Matignon, le coup est rude. Il y a d'abord l'incrédulité blessée. Comment peut-on mettre sur le même plan des comptes occultes et un prêt dont il n'a jamais nié l'existence et qu'il affirme avoir commencé à rembourser? Puis vient la colère rentrée, celle de l'homme qui s'est battu toute sa vie pour sortir de la misère et qu'on accuse soudain d'en avoir profité. Mais la machine médiatique ne connaît pas la nuance. Les éditoriaux s'enchaînent, les plateaux de télévision se remplissent de spécialistes qui analysent, commentent, soupèsent la moralité de ce prêt. Certains vont jusqu'à parler de corruption. Le mot s'insinue, glacial, dans l'air du temps. Rocard, lui, observe. Il ne participe pas au lynchage, mais ne vole pas non plus au secours de son vieux rival. Au sein du Parti socialiste, dont il s'apprête à prendre la tête, l'idée se répand qu'il faut tourner la page de cette génération. Rompre avec ce mélange de pouvoir, de réseau et de secrets qui colle au mitterrandisme. Implicitement, c'est aussi une mise à distance de Bérégovoy. À Matignon, le compte à rebours s'accélère. Il ne reste plus que quelques mois avant les législatives de mars 1993. Les sondages sont catastrophiques. La droite jubile déjà, parle de vague bleue. Quand il regarde ces courbes, le soir, dans son bureau aux lumières blafardes, Pierre Bérégovoy comprend que la question n'est plus « peut-on gagner ?»
Mais peut-on éviter l'humiliation? Il tente une dernière offensive sociale, des mesures pour l'emploi des jeunes, des aides ciblées aux secteurs en difficulté, une attention renouvelée aux quartiers en crise, à travers, notamment, les initiatives de Bernard Tapie à la ville. Dans les banlieues, on le voit serrer des mains, écouter, promettre de ne pas lâcher. On sent chez lui une urgence presque désespérée. Laisser en un an au moins une trace tangible, une politique dont il puisse se dire, plus tard, qu'elle valait d'être menée, mais chaque annonce est aussitôt rattrapée par une mauvaise nouvelle. Un nouveau plan social, une nouvelle hausse du chômage, une nouvelle spéculation contre le franc. À chaque fois, c'est la même litanie dans les journaux télévisés. Le gouvernement Bérégovoy apparaît impuissant. Dans ce climat délétère, une autre scène se joue, plus discrète, mais tout aussi décisive. En janvier 1993, Michel Rocard est élu premier secrétaire du Parti socialiste, tandis que Bérégovoy se bat à Matignon pour sauver ce qui peut l'être. Son rival prend en main l'appareil du parti, prépare déjà après-défaite, pense à 1995. Deux hommes, deux temporalités. L'un enfermé dans un compte à rebours de quelques semaines, l'autre se projetant sur 2 ans. Entre eux, la tension est palpable, même si elle ne s'exprime presque jamais publiquement. Il y a des réunions où l'on se parle sans vraiment se regarder, des communiqués du Parti socialiste qui prennent leur distance avec telle ou telle mesure gouvernementale, des phrases sibyllines lâchées par Rocard sur la nécessité de tourner une page. Pour Bérégovoy, c'est une double peine. Non seulement il affronte une crise économique majeure et une impopularité grandissante, mais il sait qu'à chaque faux pas, quelque part, son adversaire compte les points en silence. Les dernières semaines avant le scrutin sont d'une violence rare. Physiquement d'abord. Le Premier ministre maigrit, son visage se creuse, ses traits se durcissent. Ses collaborateurs le voient arriver, le matin, avec des valises sombres sous les yeux, un café à la main, une liasse de papier froissé sous le bras. Il dort 4 heures par nuit, parfois moins. Psychologiquement ensuite. Chaque jour, de nouvelles rumeurs circulent, de nouvelles révélations sur son entourage, sur ce fameux prêt, sur d'anciens dossiers exhumés. Il se sait observé, jugé, parfois trahi. Certains, dans son propre camp, prennent déjà leur distance, par calcul ou par peur d'être emportés avec lui dans la débâcle annoncée. Le 21 mars 1993, la France vote. La soirée électorale a pour lui un parfum de déjà-vu inversé. Là où, en 1981, les cris de joie montaient des places publiques, on entend ce soir-là un grand silence pesant dans beaucoup de permanences socialistes, les chiffres s'égrènent comme un bulletin de santé implacable. La gauche perd plus de 200 sièges. La droite obtient une majorité écrasante. Dans les studios, certains parlent de déroute, de catastrophe historique. Les caméras cherchent le visage de celui qu'on va rendre responsable. À Matignon, Pierre Bérégovoy regarde les résultats département par département. Quand apparaît la Nièvre, son département d'ancrage, il suit la ligne du doigt. Comme un réflexe ancien, la circonscription de Nevers reste à gauche, par fidélité à cet homme qu'on connaît depuis des décennies, mais le symbole ne suffit pas à masquer l'ampleur du désastre national. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Le lendemain, il se rend à l'Élysée pour remettre sa démission à François Mitterrand. La scène, vue de l'extérieur, semble presque routinière. Un Premier ministre battu tirant les conséquences du vote. Mais, dans le huis clos de ce bureau qu'il connaît si bien, les mots sont rares, lourds. Mitterrand, affaibli par la maladie, le regarde avec cette distance insondable qu'il a toujours gardée, même avec ses plus proches. Il remercie Pierre pour le service rendu, pour le courage, pour la loyauté. Il insiste. La défaite était annoncée, presque inévitable. Il sait que la phrase pourtant ne console pas. En sortant, sur le perron de l'Élysée, Bérégovoy affronte pour la première fois son nouveau statut, celui de l'homme par qui la défaite est arrivée. Les journalistes se pressent, les questions fusent. Il répond brièvement, dignement, sans chercher d'excuses. Mais, sous la lumière crue des caméras, on devine, derrière les lunettes, une fatigue qui n'est plus seulement physique. Quelques jours plus tard, il quitte Matignon. La cérémonie de passation de pouvoir avec Édouard Balladur, nouveau Premier ministre de cohabitation, est d'une politesse glacée. 2 hommes sobres, 2 techniciens du pouvoir, 2 visages fermés. Dans la cour de l'hôtel de Matignon, sous l'œil des caméras, ils échangent les formules convenues.
Puis la voiture officielle emporte celui qui, 1 an plus tôt, montait ce même tapis rouge avec un mélange de gravité et d'espoir. Cette fois, pas de fanfare, pas de foule. Juste quelques collaborateurs qui retiennent difficilement leur émotion, quelques dossiers qu'on range en hâte dans des cartons anonymes, et des tiroirs qui se vident. Quand la porte se referme derrière lui, il n'est plus Premier ministre. Il redevient député de la Nièvre, ancien ministre, ancien chef de gouvernement, un ancien de plus dans une république qui se lasse vite de ses héros fatigués. Mais le temps, pour lui, ne s'est pas rallongé avec la perte du pouvoir. Au contraire. Car tandis qu'il regagne Nevers, qu'il retrouve sa permanence, ses rues familières, une autre horloge s'est enclenchée, plus sourde, plus intime, celle d'un homme qui sent que tout ce pourquoi il s'est battu, son honneur, sa probité, le sens de sa vie, est en train d'être englouti dans un récit dont il ne maîtrise plus les mots. Dans les semaines qui suivent, les journaux continuent de titrer sur le pré-Pella, sur la fin d'un système. Des unes cruelles s'affichent dans les kiosques, parfois à côté de son visage. On lui rapporte des chroniques assassines, des insinuations sans preuve, des rires étouffés dans certains dîners en ville. Dans son petit bureau de député, à Nevers, il ouvre les lettres qu'on lui adresse. Il y a encore, heureusement, des messages de soutien, de reconnaissance, des mots simples d'anciens collègues de la SNCF, de militants de toujours. Mais il y a aussi des lettres anonymes, griffonnées à la hâte, qui le traitent de vendu, de corrompu, de traître aux ouvriers, des mots qu'il n'aurait jamais imaginé voir un jour associés à son nom. Le compte à rebours, désormais, n'est plus affiché sur aucun mur. Il est dans son regard, dans ses silences, dans ces nuits où le sommeil refuse de venir. Tandis que, à Paris, Michel Rocard installe son bureau au siège du Parti socialiste et commence à parler de avenir, de reconstruction, de nouvelle étape. L'ancien ajusteur, lui, se retrouve seul face à une question brutale. Comment prouver son innocence dans un pays qui a déjà choisi son coupable? La réponse, tragiquement, va se jouer bien plus vite que ne l'imaginent ceux qui, de loin, continuent de commenter sa chute. Et elle ne se jouera plus dans les palais de la République, mais au bord d'un canal, un après-midi de printemps, loin des caméras et des micros. Ce n'est pas la balle qui tue un homme politique, c'est l'histoire qu'on raconte sur lui avant qu'elle parte. Le coup de feu qui va déchirer le silence d'un canal de province, un après-midi de mai 1993, a commencé bien plus tôt. Dans une phrase, de trop, une assassine, un silence calculé. Au moment où la gâchette se serre, ce n'est pas seulement un corps qui tombe, c'est tout un certain rêve de la gauche, du mérite, de l'ascension sociale, qui s'effondre avec lui. À Nevers, les jours qui suivent la défaite de mars ont une lumière étrange, comme délavée. On pourrait croire à un retour à la normale. La mairie, la permanence de députés, les réunions de terrain, les inaugurations de salles, polyvalentes, où l'on s'échange des poignées de main et des sourires convenus. De loin, tout semble en place. De près, tout sonne faux. Il y a ce moment très simple. Un matin, dans son bureau de maire, un employé communal lui apporte la pile de journaux. Le geste est le même depuis des années, presque un rituel. Mais, ce jour-là, Pierre Bérégovoy laisse sa main suspendue une seconde de trop au-dessus du tas de papier. Il sait déjà ce qu'il va y trouver. Le pré-Pella. Encore. Toujours. Et ce mot qui revient, tordu, empoisonné, corruption. Sur une caricature, un dessinateur a esquissé son visage, épaissi, marqué, affublé d'un cigare et de liasses de billets dépassant de la poche. L'ancien ajusteur, en notable gras, noyé dans l'argent, il regarde le dessin longuement, sans rien dire. Puis il replie le journal avec une lenteur presque méticuleuse. Quand il relève les yeux, un de ses collaborateurs croit voir, l'espace d'un instant, non pas de la colère, mais quelque chose de plus inquiétant, de l'usure. À Paris, l'affaire Pella-Péchinet prend la forme froide des procédures. Un juge d'instruction veut l'entendre. Témoin, suspect. Les titres varient selon les jours, les colonnes, l'humeur des éditorialistes. Lui sait qu'aucune mise en examen ne pèse sur lui, qu'il a commencé à rembourser ce prêt, qu'il ne s'est jamais caché. Mais dans l'arène médiatique, ces nuances sont des détails de bas de page. Ce qui reste, c'est l'image. Un homme du système qui aurait profité de ses amitiés et surtout ce calendrier qui se resserre. Dans quelques jours, répètent ses avocats, vous serez entendu. Quelques jours,
Le temps d'un nouveau tour de manège dans la machine à broyer les réputations. Le temps aussi pour ses adversaires de se frotter les mains, car là-bas, au siège du Parti socialiste, un autre homme remplit ses journées d'agenda, de notes stratégiques, de réunions avec les fédérations, Michel Rocard. Il tient enfin les clés de l'appareil qu'il convoitait depuis si longtemps. Dans les couloirs, on parle de ouverture, de renouveau, de modernisation du parti. On promet de se démarquer des pratiques passées, des réseaux obscurs, des compromissions supposées. On ne prononce pas toujours le nom de Bérégovoy, mais tout le monde comprend. Entre les deux hommes, plus besoin de phrases blessantes, de débats internes tonitruants. La victoire de Rocard est désormais silencieuse, presque clinique. Il incarne l'avenir. Bérégovoy, lui, est relégué dans ce camp flou qu'on appelle le passé. Un soir, dans sa maison de Nevers, l'ancien Premier ministre regarde distraitement un journal télévisé. Sur l'écran, Rocard commente l'avenir de la gauche, parle de reconstruction, de page à tourner, aucun mot agressif. Et pourtant, pour celui qui écoute, chaque phrase est une petite lame. Il éteint brusquement le téléviseur. Le salon retombe dans un silence lourd. Sa femme le regarde, inquiète. Il se contente de dire, comme pour s'excuser, « On dirait qu'on parle déjà de nous comme si on était mort. » Mais il ne l'est pas encore. Il travaille, obstinément. Conseil municipal, réunion avec les syndicats, visite d'entreprises locales. On le voit dans les couloirs de l'hôpital, serrant la main des infirmières, demandant des nouvelles des patients. Dans les rues de Nevers, certains l'arrêtent, lui parlent comme avant, le tutoient, lui disent « On sait, nous, on sait que vous n'êtes pas comme ça. » Ces paroles le touchent plus que tous les éditoriaux du monde. Il s'y accroche, un temps. La nuit, pourtant, les visages se mélangent. Ceux des ouvriers licenciés, de ses camarades de jeunesse, de Pellat, de Mitterrand, de Rocard. Il dort mal. Il tourne, se relève, reprend des dossiers, écrit des annotations illisibles dans la marge de documents qu'il connaît déjà par cœur. Ses proches remarquent ses traits tirés, les cernes qui se creusent, ses absences soudaines au milieu d'une phrase. Il y a aussi cette solitude nouvelle, plus cruelle que toutes les défaillances physiques. On le laisse se débrouiller, répondent certains quand on les interroge plus tard. Le président ne s'exprime pas, ou si peu. À l'Élysée, on se retranche derrière le respect de la justice, la séparation des pouvoirs, la dignité des fonctions, un mot public de soutien, une phrase claire sur ce prêt, sur ce qu'on en savait vraiment, aurait peut-être tout changé. Elle ne viendra jamais. Dans ce vide, ce sont d'autres voix qui occupent l'espace. Des chroniqueurs qui, chaque matin, se repaissent de cette affaire, comme d'un feuilleton. Des opposants politiques qui, la main sur le cœur, se drapent dans la vertu offensée. Des amis qui, devant les caméras, prennent un air grave et compatissant, tout en prenant soin de se présenter comme différents, plus irréprochables. À force d'entendre son nom associé aux mêmes insinuations, quelque chose se fissure. Il y a cet instant précis où, lisant un article particulièrement venimeux, il murmure pour lui-même, presque dans un souffle, « Ils vont me salir jusqu'au bout. » Autour de lui, le temps s'accélère, le rendez-vous avec le juge approche. Quelques jours, le compte à rebours recommence, comme à Matignon, mais sur un autre cadran. Ce n'est plus le temps de l'action politique, des lois à faire passer, des élections à préparer. C'est le temps de l'attente, de l'angoisse, du face-à-face annoncé avec une machine judiciaire qu'il ne contrôle pas. Et puis arrive ce calendrier particulier que la France connaît par cœur, le 1er mai, la fête du travail. Pour cet homme qui a commencé à l'atelier, au bas de l'échelle, la symbolique est violente. Ce jour-là, il devrait être porté, salué, rappelé comme le symbole d'une ascension possible. Il se prépare pourtant à y apparaître comme un ancien Premier ministre affaibli, contesté, soupçonné. Le matin du 1er mai 1993, à Nevers, le ciel est clair, presque trop beau. Dans la ville encore à demi endormie, les premiers défilés syndicaux se mettent en place. Banderoles, drapeaux, slogans un peu fatigués qu'on chante quand même. Par habitude, par fidélité, Pierre Bérégovoy s'habille avec soin, noue sa cravate, ajuste son manteau. Dehors, une voiture l'attend. Avec 2 membres du service de protection des hautes personnalités, il sort, salue d'un geste ceux qui l'attendent. De loin, on ne voit rien d'autre qu'un élu qui part remplir ses obligations. De près, il y a ce regard fuyant, cette mâchoire serrée. Dans la voiture, le trajet est court. Personne ne parle vraiment.
Le chauffeur regarde la route, les gardes du corps jettent parfois un coup d'œil discret dans le rétroviseur. La cérémonie se déroule comme 1000 autres avant elle. Dépôt de gerbes, marseillaise, discours, applaudissements polis. Sur les photos prises ce jour-là, on voit un homme grave, concentré, parfois esquissant un sourire. Ceux qui sont là ne devinent rien ou ne veulent pas voir. Après la cérémonie, il demande à être conduit vers le canal. Il parle de prendre l'air, de marcher un peu. Une balade, comme il en fait parfois pour se vider la tête. Les gardes du corps le suivent sans poser de questions. On arrive sur les berges. L'eau est lisse, à peine ridée par le vent. Des oiseaux passent, indifférents aux drames humains. C'est là, dans cette lumière presque trop paisible, que le compte à rebours intérieur arrive à son terme. Les détails de ces minutes-là ont été racontés, commentés, disséqués. On sait qu'il a demandé l'arme de service à l'un de ses gardes, sous un prétexte quelconque. On sait qu'il s'est un peu éloigné, le long du canal, comme pour chercher un coin plus tranquille. On sait qu'un coup de feu a claqué, sec, que des promeneurs ont sursauté, des oiseaux se sont envolés en brouhaha. On sait moins cette seconde d'avant, celle où il a dû se dire qu'il n'y avait plus d'autre issue. Il ne voit plus un juge à convaincre, ni un parti à reconquérir, ni un rival à dépasser. Il voit un mur, et derrière, le vide. Le corps s'effondre sur la berge, touché à la tête. Le sang tache la terre, l'herbe éclabousse un pan de manteau. L'eau du canal, à quelques centimètres, continue de refléter le ciel comme si de rien n'était. Les gardes accourent, paniqués. On appelle les secours, on tente des gestes dérisoires face à une blessure irréversible. Très vite, les sirènes déchirent le silence de ce 1er mai provincial, mais déjà pour lui le temps s'est arrêté. Le compteur qui, toute sa vie, a rythmé ses combats, les heures supplémentaires, les dates d'échéance, les scrutins, les référendums. Les rendez-vous diplomatiques s'éteignent d'un coup. Dans les rédactions, les téléscripteurs se mettent à crépiter. Pierre Bérégovoy, blessé par balle à Nevers. Puis, quelques minutes plus tard, l'information tombe, brute, sans fioriture, décédé. Sur les plateaux de télévision, on bouscule les programmes, on installe à la hâte des invités, des experts, des visages désemparés qui cherchent des mots. À Paris, à l'Élysée, on prend la nouvelle comme une gifle glacée. François Mitterrand, déjà usé par la maladie et les années de pouvoir, reste silencieux un long moment. Entre ces deux hommes, il y avait tant de choses non dites, désormais il est trop tard pour les dire. Au Parti socialiste, le choc est profond, presque coupable. Dans les yeux de certains, on lit la même pensée inavouable. Sommes-nous allés trop loin? Michel Rocard, premier secrétaire, apparaît sur les écrans le visage fermé, la voix grave. Il parle de drame, de perte immense, rend hommage à un serviteur de l'État irréprochable. Les mots sonnent justes. Ils arrivent simplement après beaucoup d'autres, moins bienveillants, prononcés ou laissés dire dans les mois précédents. Dans les jours qui suivent, la France redécouvre brutalement l'homme derrière le procès. On rappelle son enfance pauvre, ses années d'atelier, son engagement dans la résistance, ses combats de syndicaliste, de socialiste, de ministre. On exhume des images où on le voit, plus jeune, la voix encore rauque des fumées d'usine, haranguer les foules sur des places de petites villes. Soudain, dans une sorte de volte-face collective, celui qu'on traitait la veille de corrompu redevient l'ouvrier devenu Premier ministre. À ses obsèques, la douleur est palpable. Dans la foule dense qui se masse autour de l'église et sur la place, on voit des militants aux badges défraîchis, des cheminots, des employés municipaux, des inconnus venus de loin, simplement parce qu'ils avaient le sentiment que ça ne se faisait pas de laisser partir un homme ainsi. Sur le parvis, François Mitterrand prend la parole. Sa voix est lente, posée, presque solennelle. Et il prononce cette phrase qui, depuis, colle à tout ce drame comme une condamnation posthume de l'époque. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme. Et finalement, sa vie, ces mots résonnent longtemps, bien au-delà de l'instant. Car ils contiennent en creux un aveu, on a laissé faire. On a regardé, commenté, parfois encouragé une mécanique de suspicion qui, au bout du compte, a broyé un homme dont personne, au jour, puis encore, n'a démontré la culpabilité. Dans les mois et les années qui suivent, le débat sur le rôle des médias, sur la violence du jeu politique, sur la responsabilité de chacun agite la classe politique et l'opinion.
Certains journalistes, sincèrement affectés, s'interrogent sur leurs propres pratiques. D'autres se défendent, parlent de liberté d'informer, rappellent qu'ils n'ont fait que leur travail. Le mot lynchage médiatique entre dans le vocabulaire courant et Michel Rocard dans tout cela? Ironie tragique de l'histoire. Celui qui croyait tenir l'avenir de la gauche entre ses mains ne tardera pas, lui aussi, à être emporté par la tourmente. Les défaites s'accumulent, la reconstruction annoncée ne prend pas. En 1994, après un revers cinglant aux élections européennes, il est poussé vers la sortie. Le temps qu'il croyait avoir conquis lui échappe à son tour. Pourtant, ce n'est pas la rivalité avec Rocard qui reste. Lorsque l'on évoque aujourd'hui Pierre Bérégovoy, ce qui demeure, ce sont ces contradictions impossibles à résoudre. Un homme venu du peuple qui finit au sommet de l'État. Un inlassable. Combattant du chômage, mort au moment même où la fête du travail devrait célébrer sa trajectoire. Un apôtre de la moralisation de Sandemunades. La vie publique, emportée par un soupçon que la justice n'a jamais tranché contre lui. Dans les rues de Nevers, une place porte désormais son nom. Une plaque rappelle sobrement ses fonctions, ses dates, sans rien dire de l'intime. Dans certaines écoles, certains lycées, on raconte encore à des adolescents distraits l'histoire de ce garçon d'origine modeste qui a gravi tous les échelons sans jamais passer par les grandes écoles. On insiste sur cette phrase qu'il répétait souvent « Je n'oublierai jamais d'où je viens ». Mais la question, au fond, n'est pas seulement de se souvenir. Elle est de savoir comment on choisit de raconter cette vie. Est-elle l'histoire d'un système qui s'achève dans la disgrâce ou celle d'un homme qui, jusqu'au bout, a cru que l'honneur avait un sens au point de préférer mourir plutôt que de voir son nom piétiné? Au bord du canal où il s'est effondré, l'herbe a repoussé, l'eau coule toujours, indifférente. Parfois, un passant s'arrête, lit la discrète stèle qui rappelle l'endroit. Il imagine, un instant, ce 1er mai 1993, le coup de feu, les cris, les sirènes, puis il reprend sa route. La vie continue, les horloges tournent. Ce qui reste, ce ne sont plus les comptes à rebours qui hantaient Pierre Bérégovoy, mais une autre forme de temps, celui de la mémoire. Et, dans ce temps-là, il nous appartient de décider si l'on retiendra seulement le soupçon qui l'a accablé ou bien la trajectoire entière d'un homme qui a tenté, avec ses forces et ses limites, de faire mentir la fatalité sociale. Entre ces deux récits se joue encore, silencieusement, l'honneur d'un homme, et peut-être celui d'un pays